Voilà, donc notre premier chapitre, c'est fiscalité et protection sociale. Donc, évidemment, on entend beaucoup parler de cette taxation à 20% dès le premier euro sur les revenus en France. Bon, Qui alors je vais corriger ça tout de serait à suite. 30% au-dessus de 27 000 euros. Bon, c'est une décision qui semble bénéficier d'un moratoire jusqu'en 2020 et une étude d'impact que vous avez annoncée. Où en est-on de cette étude et quel sera Alors, le développement là-dessus? alors, je vais d'abord corriger parce qu'il y a vraiment une erreur qui est véhiculée et qu'il faut absolument corriger. En France, on peut avoir, pour schématiser, deux types de revenus. Des revenus d'activité, on est salarié, on est indépendant, ou bien des revenus de valeur mobilière ou un loyer. Ils ne sont pas du tout taxés de la même façon quand on est non-résident. Quand on est avec un revenu d'activité, ce revenu d'activité est soumis pour une partie de ce revenu jusqu'à 40 000 euros à un prélèvement dit libératoire, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, et au-dessus, c'est à peu près, je vous donne les fourches à peu près, hein, et au-dessus de 40 000 euros, on a deux approches possibles dès le premier euro. On oublie l'imposition ok, sur les 40 premiers 1 000 euros, c'est ce qu'on appelle un prélèvement pas forfaitaire, mais enfin, il est une partie à 0, une partie à 12%. Une fois que celui-là est fait, on oublie ces 40 000 premiers euros de revenus, on ne s'en occupe plus. Donc, on sait un impôt, c'est fini. Et puis ensuite, il y a le premier euro au-dessus de 40 000. Lui, il va être soumis à deux possibilités. Soit on a effectivement les 27 000 premiers euros qui sont à 20%, puis au-dessus à 30%. Et donc, c'est seulement la fraction au-dessus qui est à 30%, ça met la totalité. Vous voyez qu'avec ce que je vous ai dit, il y a une partie qui n'est pas du tout concernée par ces 20 puis 30%, et c'est seulement une partie au-dessus de 40 000 euros qui est concernée par le 20 plus 30. Donc, s'agissant des revenus d'activité, ça n'est pas une imposition à 20% au premier euro. Jamais. D'autant plus qu'il est possible, si on communique ces revenus monde, que le fisc calcule un taux d'imposition fictif si on fait un impôt sur la totalité des revenus et en France et à l'étranger. Et ce taux fictif, on l'applique uniquement à la partie française et c'est ce qu'on appelle le taux moyen. Et en plus, si le fisc s'aperçoit que entre la partie la méthode 20 puis 30 ou la méthode moyen, c'est finalement le 20 plus 30 qui est plus intéressant, sans qu'on lui demande rien, le fisc appliquera le 20 plus 30. Donc ça, sur les revenus d'activité, ça n'est jamais au premier 20% au premier revenu. Avec la réforme, sur cette partie des revenus, la réforme telle que voulue par Bercy, j'insiste beaucoup sur ce point, je vais y revenir après. La réforme telle que voulue par Bercy, on supprime l'imposition, une sorte d'imposition forfaitaire des 40 000 premiers euros. Et la méthode que je vous expliquais juste avant, soit 20 plus 30, soit taux moyen, s'applique. On n'a pas entendu la dernière phrase, pardon, excusez-moi. Donc, dans la réforme voulue par le ministère des Finances, le gouvernement, la partie forfaitaire sur les 40 000 premiers euros disparaît. Et donc, la méthode que j'explique tout à l'heure, calcul, qui est soit 20 plus 30, 20 puis 30, soit le taux moyen, elle s'appliquera à l'ensemble des revenus d'activité à partir du premier euro. Mais vous voyez que le 20 puis 30 à partir du premier euro n'est mis en œuvre que si la personne ne veut pas ou ne souhaite pas ou ne peut pas déclarer ses revenus monde. Et pour une personne qui n'aurait, je pense, aucun autre revenu dans le monde, il y a des pays avec lesquels, je pense notamment, enfin c'est peut-être pas le cas des États-Unis, mais quand on a la possibilité de fournir un justificatif du pays où on est, qui dit j'ai pas d'impôt, je paye pas d'impôt parce que j'ai pas de revenus, par exemple aux États-Unis, le fisc en compte et donc appliquera le taux moyen. Et ça ne sera pas le 20 puis 30. Donc cette réforme qui est vendue par certains opposants comme 20 puis 30 dès le premier euro, c'est faux, même dans la réforme voulue par le gouvernement. Toutefois, donc, si c'est mis en œuvre tel que le gouvernement le propose, il y a de fait une augmentation de l'impôt qui peut être même au taux moyen relatif. Alors, le taux moyen large aussi, c'est qu'il permet de mettre en œuvre le quotient familial, à condition qu'on donne la composition de son foyer fiscal, son conjoint, ses enfants, etc. Et il permet de mettre en œuvre la décote de 10%,
les décotes faible revenu et un certain nombre de décotes. Et les seules prises en compte de charges qui valent dans le système, c'est ce qui a été, que j'ai réussi à faire passer, notamment la pension alimentaire versée à un conjoint restant en France. Et puis c'est tout comme charge qu'on peut récupérer. Pour le moment, il n'y a pas d'autres charges possibles. Et donc, ce que nous avons obtenu, comme il y a effectivement pour certains revenus, mais pas pour tous, une augmentation importante possible de l'impôt, nous avons obtenu d'une part ce moratoire et d'autre part cette étude d'impact qui permet de chiffrer quels sont les profils de contribuables qui seraient soumis à une augmentation d'impôt et dans quelle proportion. Donc, c'est à ça que sert le moratoire. Là, je vous ai donc parlé des revenus d'activité. S'agissant des autres types. Bon. Juste un mot là-dessus, cette étude d'impact, donc elle est en cours en ce moment, elle est… Alors, je vais finir sur l'autre type de revenu, après je vais y revenir pour vous dire comment on en est. L'autre type de revenu, ce sont donc les revenus immobiliers et valeurs mobilières. Et là, en revanche, sur cela, il n'y a pas la technique du prélèvement forfaitaire libératoire, etc. Et on est sur les revenus immobiliers sur les deux possibilités que j'indiquais, c'est-à-dire soit le 20 puis 30, soit le taux moyen. Dès le premier euro. Sachant que sur les revenus de loyer locatif, on a également, s'ajoute à ça, les prélèvements sociaux pour les gens qui sont hors Union européenne, qui aujourd'hui s'élèvent à 17,2%. Alors, ça, c'est donc là où nous en sommes aujourd'hui. L'étude d'impact est donc là où nous en sommes en cette étude d'impact. Moi, d'une part, j'ai contacté des avocats fiscalistes, j'ai retravaillé aussi avec la des impôts résidents, et j'ai des propositions à faire pour, dans l'hypothèse où on resterait sur cette réforme telle que le gouvernement l'a passée, pour avoir un lissage sur plusieurs années, un nombre d'années à définir, pour que la montée de l'impôt soit extrêmement progressive. Et là, il faudrait faire des simulations, et j'espère bien que dans l'étude d'impact, on pourra faire des simulations non seulement de ce qu'a voté le gouvernement, mais aussi d'autres propositions que nous allons faire. Comment cela s'est mis en place? Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a convoqué un groupe de travail dans lequel se trouvent à la fois des parlementaires, j'en fais partie. Alors, je ne sais pas, moi je sais seulement, ce que je sais, c'est qu'il y a donc des parlementaires et une association de contribuables non résidents qui sont les transfrontaliers qui habitent en Belgique et travaillent en France, qui sont directement concernés touchés par la réforme. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, le groupe de travail ne s'est pas encore réuni. Ce que je sais aussi, c'est que la direction de la législation fiscale, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, a convoqué une réunion en date du 27 mars, une réunion, et là je le dis tout de go, qui ne me plaît pas, avec tous les parlementaires, des représentants des Français à l'étranger, tous les groupes politiques, et toutes sortes d'associations de contribuables, y compris des gens qui sont tout seuls, et notamment un ressortissant français qui se trouve aux États-Unis. Et je suis un petit peu surprise de la méthode, parce que ce n'est pas le groupe de travail que M. Darmanin nous avait proposé, et d'autant qu'il s'agit d'un travail entre les députés de la majorité, notamment moi qui ai fait ce rapport, qui ai fait ces propositions, et le gouvernement. Donc je suis extrêmement surprise de cette demande qui a été faite par la direction de la législation fiscale, mais j'ai reçu le mail jeudi dernier, et j'ai exprimé ma colère vendredi auprès d'un interlocuteur du cabinet du Premier ministre, et je dois revenir vers le cabinet de M. Darmanin la semaine prochaine pour lui exprimer à nouveau ma colère. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette méthode. Alors, ensuite, ça c'est pour ce qui a été voté par le gouvernement, les modifications par rapport à l'existant. Néanmoins, je voudrais revenir à ce que j'avais mis dans mon rapport. Mon rapport, ce n'est pas ce qu'a proposé le gouvernement. Et c'est là que je ne suis pas contente. La réforme, telle que le gouvernement l'a fait passer et nous voter, ce sont des sujets d'une immense complexité. Et pour comprendre l'article de loi qui va modifier les méthodes de calcul de l'impôt, je vous assure qu'il faut vraiment, même les avocats fiscalistes n'ont parfois pas tous la même interprétation de la phrase dans le texte de loi. Donc, c'est extrêmement complexe et je reconnais, je balaye devant ma porte, que au moins un amendement qui a été présenté par le gouvernement il y a un an maintenant a vu le loup. Je n'ai pas vu le loup. Parce que dans mon rapport, moi, ce n'est pas ça que j'avais demandé.
j'avais effectivement demandé que cette fraction qu'on appelle libératoire, la 40 000 premiers euros, soit supprimée, mais j'avais demandé d'une part qu'on ne s'intéresse qu'aux seuls revenus français, qu'on ne s'intéresse plus aux revenus qu'on a ailleurs dans le monde. Je tiens à ça. Pourquoi je tiens à ça? Parce que je considère d'abord le contribuable non résident, juridiquement, il a ce qu'on appelle une responsabilité fiscale limitée. Lui, contraire à ceux qui sont en France, n'a pas l'obligation de déclarer ses revenus ailleurs dans le monde. C'est écrit dans la loi. Et je ne vois pas pourquoi, depuis des années, ça fait des années que c'est comme ça, les impôts français demandent qu'on propose plutôt qu'on communique nos revenus mondiaux pour aménager le taux d'imposition. Très honnêtement, ça ne se fait dans aucun pays au monde. La plupart des pays au monde, quand vous avez des revenus ailleurs, par le biais de la convention fiscale, ils paient le calcul, mais quand vous êtes contribuable, moi j'habite à Singapour, et là justement il y a une discussion pour si je vais être résidente fiscale à Singapour en France cette année, c'est en cours encore de discussion, ça fait 6 mois qu'ils étudient mon cas. S'ils vont à cette vitesse-là, je ne vous dis pas pour les autres. Donc, Singapour, par exemple, quand je leur ai dit que j'avais des revenus en France, ils m'ont dit « Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est les revenus que vous avez à Singapour. » Et la plupart des pays, c'est comme ça. La France s'acharne à vouloir connaître les revenus ailleurs dans le monde. Or, vraiment pour être à Singapour, qui est juste une place sur laquelle il y a des gens qui ont un certain confort de revenus, j'ai expliqué aux agents des impôts que vous pouvez avoir quelqu'un qui a des revenus en France, qui habite à New York comme vous, mais qui a aussi des revenus, je ne sais pas, à Saint-Barth, pas à Saint-Barth, c'est en France, mais enfin à Mexico ou ailleurs. On peut être citoyen français, habiter à New York et avoir des revenus dans plein d'endroits dans le monde. Et là, je méfie le fisc français de pouvoir aller tracer les revenus qu'on aura ailleurs. Donc, si vous fournissez, comme c'est déclaratif, vos revenus américains, bon, bah, le fisc va les regarder, mais il ne va pas se poser la question de savoir, tiens, au fait, celui-là, est-ce qu'il a aussi des revenus en Thaïlande, en Norvège, au Maroc, ou que sais-je. Donc, c'est profondément hypocrite parce que les gens qui savent tirer toutes ces ficelles-là, ils savent très bien mettre leur main à l'abri et que ça ne soit pas vu. Et quand on parle d'échange de données fiscales entre pays, oui, ça existe. Par exemple, entre la France et Singapour, ça existe. Mais si le fisc français ne demande pas spécifiquement au fisc singapourien, pouvez-vous me communiquer les données fiscales de Madame Jeuneté? Il n'y a pas des fichiers qui parlent entre eux pour sortir un warning et dire ah, attention, là il y a un problème sur des revenus que vous n'aviez pas. Les fichiers ne communiquent pas entre eux, ça reste de l'humain qui communique. Donc tout ça me paraît en l'état de la technologie complètement hypocrite et moi je veux qu'on s'intéresse seul aux revenus de source française. Voilà. Ensuite, mon approche est de dire aujourd'hui, je pense ceux qui sont en Belgique, qui travaillent je sais pas, à Tourcoing, ils travaillent à Tourcoing et puis je sais pas, ils se marient avec un conjoint belge et ils s'en vont habiter de l'autre côté de la frontière. Le simple fait de franchir la frontière, et au même endroit, ils ont les mêmes revenus, et bien leur impôt va baisser mais drastiquement. Mais drastiquement. La raison pour ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le fond. Alors, on pourrait imaginer qu'il baisse un peu, prendre en compte certains aspects, parce qu'on ne peut plus prendre en compte à l'étranger les charges. C'est vrai, les charges, on peut prendre en compte pour tout un tas de raisons. Il y a une modulation de l'impôt qui peut s'expliquer. Enfin, qui baisse autant, parce que pour certains revenus, ça baisse beaucoup, ça ne sait pas. Donc voilà la réforme que j'avais proposée en essayant de la lisser. Et il y a des méthodes de barème qui permettent de lisser sur plusieurs années. Donc voilà où on est. Un groupe de travail et des propositions et une étude d'impact. À mon avis, j'ai compris d'après ce que le fisc m'a dit, l'étude d'impact ne sera pas prête au 1er juin, mais elle sera prête sans doute en juillet, si ce n'est pas plus tard. Bon, aux États-Unis, on est obligé de déclarer tous nos revenus dans le monde, comme vous savez. Donc, c'est pour ça que je pense… il y avait une question, vous avez répondu par anticipation, mais il y avait une question en disant le taux moyen et la déclaration des revenus mondiaux, est-ce que ce n'est pas un vieux serpent de mer, puisque Nicolas Sarkozy en parlait en 2012, Jean-Luc Mélenchon en parlait en 2017, en disant à un moment, si on déclare nos revenus mondiaux, on aura une imposition par la nationalité. Ça, c'est non. Ça, il y a une étude qui est faite justement à la demande de France Insoumise et de M. Mélenchon. Il y a une mission qui a été menée cette année à laquelle participait Alexandre Holroyd, d'ailleurs des Français de Grande-Bretagne et d'Europe du Nord,
Et l'étude a conclu que ça n'était absolument pas possible de mettre ça en place en France. Ça fait des années maintenant que la France, les services fiscaux français proposent, ce n'est pas une obligation, proposent de déclarer les revenus mondiaux, non pas pour les imposer, ils ne sont jamais imposés, hein, non. Mais pour adapter le barème à un niveau de vie. En fait, c'est ça l'état d'esprit de cette demande. En revanche, c'est impossible de mettre un impôt lié à la nationalité pour la seule bonne raison que nous avons à peu près plus d'une centaine de conventions fiscales signées avec différents pays et qu'une convention fiscale, ça peut être 10 à 40 négociations. C'est extrêmement long à négocier. Et on a des conventions fiscales qui datent encore des années 70 et qui n'ont toujours pas été renégociées. Donc, c'est extrêmement long. Donc, si on voulait mettre un impôt lié à la nationalité, il faut renégocier les 200 conventions fiscales. Donc, techniquement, déjà, c'est impossible. Absolument impossible. Donc, on serait dans le vide juridique entre deux. Et ce n'est vraiment pas du tout l'état d'esprit du barème que nous avons actuellement. Donc, un impôt lié à la nationalité, impossible. Tout ce qu'ils ont dit, c'était... ils ont fait une proposition, je crois, pour certains types de revenus, de niveau de revenus, avoir une somme forfaitaire qui soit prélevée éventuellement, mais c'est lié au revenu et pas à la nationalité. Donc ça vaudrait pour autre nationalité que la nôtre qui aurait des revenus en France. Alors, une